Mesdames et messieurs, bonjour. Une vidéo aujourd'hui consacrée à la question du transport transfrontalier. C'est une très forte demande. Alors, je m'en excuse, elle sera forcément un peu longue parce que même en résumant les choses à l'extrême, il est vraiment difficile de vous en parler en 2 ou 3 minutes. Petite remarque préliminaire d'abord. La question du transport transfrontalier, évidemment majeure pour notre secteur. Alors c'est une énorme contrainte pour laquelle aujourd'hui il n'y a, je vais vous en parler tout à l'heure, pas de solution, mais c'est aussi une extraordinaire opportunité. C'est ce phénomène du travail transfrontalier qui a d'abord permis la stabilisation d'une grande partie de notre population sur notre secteur, et évidemment aussi qui a provoqué un profond renouvellement de la population, ce qui est une très grande richesse. Il faut y penser pour l'avenir. Le transport transfrontalier, il est assez difficile, je trouve, d'en parler quand on ne vit pas la situation des frontaliers. Alors, je sais que beaucoup pensent que cette vie est idyllique, et notamment que les frontaliers ont la contrainte qui va avec leur situation privilégiée sur le plan des rémunérations. D'abord, je crois qu'il faut dire que c'est loin d'être toujours le cas, c'est souvent de moins en moins vrai, et que ça n'enlève pas le caractère particulièrement contraignant pour la vie de tous les jours, et notamment pour la vie quotidienne, la vie de famille. C'est pas forcément une vie extrêmement facile. Je connais la situation depuis mes dernières années d'études, puisque quand j'étais à Sciences Po, je pigeais régulièrement pour le Républicain Lorrain, à Luxembourg, qui était à l'époque rue des Bains, donc vraiment au centre-ville, on pouvait se garer devant le bureau. Et puis ensuite, je suis de fait travailleur frontalier depuis 20 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu physiquement, concrètement, ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée que je pousse depuis de très nombreuses années. Ce que je voudrais dire également sur cette question du transport transfrontalier, c'est qu'il faut absolument cesser de le considérer uniquement comme un sujet qui nous contraint à trouver une solution pour emmener les gens travailler et les ramener. L'enjeu est beaucoup plus profond. Je prends l'image d'un tire-fond dans le bâtiment. Vous savez, dans ces vieux bâtiments, vous avez des croisillons qui sont reliés par des câbles de façade à façade et qui tiennent ensemble un bâtiment. L'idée pour ce transport transfrontalier, pour imaginer l'enjeu, c'est la même. Le fait que l'on ait une solution de transport de Luxembourg à Thionville ou de Luxembourg à Metz, voilà, sans doute dans un premier temps de Luxembourg à Thionville, c'est aussi pour nous la garantie d'une solidarité territoriale et donc d'une capacité à nous développer dans l'avenir, pas seulement en allant à Luxembourg, mais également en travaillant sur l'ensemble de ce territoire, du reste avec les Luxembourgeois. Alors, le phénomène intéressant de ces dernières semaines, c'est évidemment le confinement, qui a montré d'abord tout l'intérêt du travail à domicile, ou du télétravail, et qui a aussi probablement fait réfléchir côté luxembourgeois à la stratégie des années à venir. Et ça, je peux vous en assurer, puisque j'ai eu des discussions à ce sujet, notamment avec des représentants de chambres professionnelles ces derniers temps. Alors la situation aujourd'hui, elle est assez simple, et j'aimerais en la matière dire en premier lieu qu'on raconte des histoires, on vous raconte des histoires. Il n'y a pas de solution à court terme, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de solution à court terme, il y a potentiellement des améliorations, parce qu'il y a des choses qui ont été travaillées, mais néanmoins, compte tenu de l'évolution du nombre de frontaliers telle qu'on la constate et telle qu'elle est pour l'heure prévue, les améliorations ne permettront même pas d'absorber le surplus de trafic. Autant dire que la marche à franchir est extrêmement importante. Alors évidemment, le télétravail, si toutefois il y a une évolution de la réglementation en matière de sécurité sociale, notamment en fin de cotisation sociale et de fiscalité, est un morceau de la solution, ça c'est tout à fait certain. Le covoiturage aussi. Alors maintenant, sur ce point du covoiturage, ce que j'observe, c'est que ça peut fonctionner, notamment au sein d'une même entreprise. Il y a des entreprises luxembourgeoises qui l'ont mise en place, c'est une solution, c'est une amélioration, mais le généraliser à l'ensemble des usagers, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me méfie de la contrainte en la matière. Alors quelques chiffres peu nombreux et assez simples pour fixer la mesure du problème dans nos esprits à tous.
Alors, les chiffres peuvent toujours faire l'objet de discussions, etc. Ce qui importe, ce sont les ordres de grandeur, parce que c'est ça qui est parlant. Alors, d'abord, sur le nombre de frontaliers, ça fixe l'enjeu. En 2019, les études ont travaillé sur un nombre de 98 000, bon, sachant qu'on est a priori déjà plutôt proche de 110 000. Les hypothèses, à un horizon de 2035, c'est plus de 150 000. Voilà. 98 000, disons 100 000, 150 000. Ça donne une idée de l'ampleur du problème, toute chose est égale par ailleurs, c'est-à-dire si les choses restent en l'état, qui est devant nous. Les capacités de transport par la voie ferrée, donc dans le train, sont aujourd'hui, pareil, de 12 000 voyageurs jour. Ce que l'on vous dit sur ce qui est en cours, les investissements en cours, qui sont réels et qui sont très importants pour développer cette solution de transport, nous permettra d'atteindre en 2028 30 000 voyageurs jour. Voilà. Donc une évolution de plus de 18 000 voyageurs. C'est très significatif, mais néanmoins, quand on voit le delta, alors déjà le problème actuel et le différentiel à combler compte tenu de l'évolution vers la hausse du nombre de frontaliers, on s'aperçoit qu'il va être très très compliqué d'absorber simplement le surplus. Et pour information aussi, on travaillait jusqu'à maintenant sur une hypothèse de transport par bus de 1400 jours pour aller vers 6000 jours. Voilà. Le chiffre qui est intéressant et qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ça signifie, en gros, qu'aujourd'hui, nous avons de l'ordre de 84 000 véhicules sur l'A31, qui est très au-dessus de son seuil de saturation, très très au-dessus, au moins je pense de l'ordre de quasiment 20 000 véhicules jour. Et compte tenu des évolutions en nombre de frontaliers que je viens de vous signaler et en évolution des capacités de transport, notamment dans le train ou bus, on irait théoriquement à l'horizon donc 2035 à 117 000 véhicules sur l'autoroute. Voilà. Ça fixe les éléments de la problématique. Donc je le redis, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution à court terme pour régler ce problème. Alors, évidemment, la question de l'autoroute est posée, le projet est lancé, c'est un projet objectivement de long terme. Moi, je ne crois pas à un horizon inférieur, mais au mieux à 15 ans, avec cette troisième voie qui aura son utilité. Mais d'ici 15 ans, la situation doit absolument être mieux prise en compte, sinon la situation est totalement explosive. Des deux côtés d'ailleurs, hein. C'est valable aussi pour les Luxembourgeois. Dans ce contexte-là, ça fait depuis 2006 que je tiens exactement le même discours. Alors, j'ai mis cette carte qui est extraite, alors ces documents sont publics, hein, parce que c'est extrait de la ville de Therville, ils ont été présentés en conseil municipal, à multiples reprises présentés. Toute personne qui le souhaite a le droit de les consulter. Donc vous constaterez que c'est une étude qui a été faite par Luxplan, qui est une société d'ingénieurs luxembourgeoise, que la ville de Therville avait choisie à l'époque, notamment parce que le groupe Simon et Christiansen, auquel elle appartient, avait pour client notamment le ministère des Transports luxembourgeois, les chemins de fer luxembourgeois, la ville de Luxembourg. Donc avait beaucoup d'informations sur la situation luxembourgeoise et les projets qui étaient en gestation. Alors c'était important puisque la proposition qu'à l'époque on leur a demandé d'étudier, évidemment, devait tenir compte de la capacité à jointer les solutions des deux côtés, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc à l'époque, ce que j'ai dit, c'est absolument pas que ce que nous proposions, ce que je proposais était la solution, mais c'était une solution complémentaire à ce qui devait exister. Quand je dis complémentaire, ça veut dire que le train est un morceau majeur de la solution et ses capacités peuvent probablement se développer, ça c'est une chose. Deuxièmement, la route reste pour l'instant, on verra ce qui va se passer dans les années à venir, des éléments, des facteurs, une des solutions majeures de déplacement, c'est comme ça. Et donc l'idée c'était de rajouter une infrastructure de transport complémentaire qui avait la vertu d'amener plus de place, plus de solutions, mais aussi potentiellement d'alléger la pression sur d'une part la route, d'une part le train. Donc c'était une nouvelle répartition des flux.
Et l'idée que j'avançais à l'époque, qui est très simple et qui a été unanimement reprise depuis, dans presque tous les projets qui sont sortis, était de dire que nous avions un intérêt majeur à utiliser le tracé de l'autoroute. Donc la solution qui à l'époque était étudiée, vous le voyez, a vraiment utilisé le tracé de l'autoroute, et ce, à quelques éloignements près qui étaient pour des raisons techniques, ce jusqu'au sud de Luxembourg. Alors, ça avait plusieurs intérêts. Un intérêt technique, un intérêt de ne pas porter atteinte à l'environnement naturel, et surtout, c'est une solution qui nous permettait, avec des gares intermédiaires, de drainer l'ensemble du territoire. Donc sur le secteur de Terreville, parce que c'était lié au futur contournement autoroutier, on avait un point de collecte qui pouvait toucher le secteur de Thionville avec un relais jusqu'à la gare, je ne vais pas rentrer dans le détail sinon ça va être beaucoup trop long, et toute une partie du secteur Fench. Sur le secteur Wemrange-Volcrange, nous drainions une autre partie des flux et du trafic et pouvions aussi capter une partie des frontaliers qui pouvaient utiliser le RD14. Enfin, il y avait une gare sur Canfen, et puis après, côté luxembourgeois, sur Bétambourg, où une partie des flux pouvait retourner vers Esch. Ça, c'était la solution en 2006-2007. Cette solution, elle a été chiffrée, elle n'est absolument pas fantaisiste. J'ai réuni des tours de table à différentes occasions, mais elle n'avait pas la faveur des autorités françaises. Et je dis bien des autorités de l'État, puisque face à cette problématique de transport frontalier, l'acteur étatique est déterminant. Alors, la région l'est, évidemment, mais l'acteur de l'État est absolument déterminant. Sans l'État, aucune solution ne pourra voir le jour. Or, la position de l'État jusqu'à maintenant, c'est l'A31. Alors, j'ai toujours protesté contre cette solution, à la fois parce qu'elle me semble beaucoup trop lointaine, deuxièmement parce qu'elle ne me semble pas répondre à ce que nous attendons aujourd'hui en termes d'aménagement du territoire. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, je dis que croire uniquement à la solution autoroutière, comme c'est la position des services de l'État aujourd'hui, me paraît parfaitement illusoire. Voilà. Ça, c'est la position que j'ai défendue en toute occasion. Ma proposition demain, si je dois à la fois être maire de Thionville, et peut-être, si mes collègues maires m'accordent leur confiance, ce qui, à mon sens, pourrait être le cas, j'ai plutôt de bonnes relations avec eux, en tant que président de la communauté d'agglomération, ce sera de continuer de militer pour l'ensemble des solutions, mais surtout pour une solution complémentaire qui est impérative pour le déplacement, mais aussi pour notre futur en termes de territoire. Et à un moment où on parle de préoccupation environnementale, de préservation des espaces, il est évident qu'une solution nouvelle de type transport en commun est absolument nécessaire. Alors, je vous précise tout de même, parce qu'il faut dire les choses, que le Genève Express est un projet beaucoup plus coûteux, qui concerne beaucoup moins de frontaliers, et qui a été réalisé et qui a été inauguré il y a peu de temps, avec notamment des financements suisses massifs, des financements de l'État français et de la région. Donc cette solution n'est pas illusoire, elle a été faite dans d'autres régions de France qui sont beaucoup moins sous pression que nous le sommes. Voilà. Donc là, la question de notre capacité politique à porter collectivement un projet est réellement posée. Je le rappelle, c'est un diagnostic qui a été posé il y a 15 ans, et en 15 ans, quasiment rien n'a évolué. En conclusion, je dirais aussi qu'il nous faudra prendre en compte des évolutions récentes. Alors, il y a la question du confinement, avec l'impact que ça va avoir en termes de télétravail. Ça peut être vraiment très très important, et réjouissons-nous de la réussite de fait, sous la contrainte, mais des événements de cette expérience. Deuxièmement, il faut tenir compte d'un phénomène qui est très observable actuellement à Luxembourg, ça je le vois à travers mon métier, qui est un déplacement des bureaux vers la zone frontière sud. Alors secteur de Esch, mais pas que secteur de Esch. Ce qui va probablement là aussi nous conduire à ajuster les idées ou les solutions de transport qu'on avait jusqu'à maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, mais surtout, pensez bien que la question du transport transfrontalier, ça n'est pas que pour les frontaliers, pour aller travailler, c'est véritablement un enjeu d'aménagement du territoire. C'est aussi par là que passe globalement l'avenir de la commune et de tout le secteur Nord-Moselle, et d'ailleurs plus largement de la Moselle, parce que je pense, et on en a déjà discuté à de nombreuses reprises, alors que ce soit avec l'actuel maire de Metz et avec certains candidats, je pense évidemment que la solution idéale, et ça nous ferait constituer une agglomération européenne de taille extrêmement importante, avec une vraie
puissance pour concevoir aussi son avenir, un avenir un peu différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est Luxembourg-Metz, avec une priorité qui est évidemment Luxembourg-Thionville. J'espère vous avoir donné quelques éléments d'information qui vous seront utiles dans votre réflexion et qui auront surtout fixé les enjeux et qui auront permis de vous faire comprendre que quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous promette, c'est pas la peine, je n'ai pas envie de vous raconter d'histoire, la réalité c'est celle-là. Donc le sujet c'est arrêter rapidement maintenant des solutions nouvelles, complètes, premièrement, et deuxièmement, trouver des parades, des solutions dans l'urgence, parce qu'on ne peut pas laisser la situation continuer à se dégrader et on ne peut pas ne pas tenir compte de ce que vivent les frontaliers tous les jours dans leur vie professionnelle, mais plus globalement dans leur vie personnelle et notamment dans leur vie de famille. Je suis un frontalier, je sais de quoi je parle. Merci à vous tous et à demain.